Bien, écoutez, d'abord, bonjour à tous. Alors, nous avons eu, c'est très bien parce que comme le thème que nous allons traiter avec Monsieur Tadei pour nos vœux s'appelle Et si nous, il va nous expliquer donc le fil rouge de la thématique de son livre. Nous avons inauguré pour ce webinaire le Et si nous, virgule, avant, c'est-à-dire que nous étions ensemble même avant que le séminaire commence. Donc, c'est vous dire la passion pour le sujet. Moi, je suis ravie donc d'accueillir François Tadei. Nous allons d'une part le présenter et lui donner très très vite la parole parce que je crois que tout le monde attend sa parole, mais simplement laissez-moi vous dire d'abord avec évidemment les deux vice-présidents Sandrine Maisano et Pierre Victoria et nos deux directeurs Aude Sarthe et Antoine Charlot, nos meilleurs vœux. Cette année commence encore sous le signe de la pandémie, même si les signaux commencent à être un tout petit peu plus optimistes. En tout cas, nous avons eu le plaisir de vous présenter maintenant, il y a 15 jours, notre programme. Merci d'ailleurs de l'avoir approuvé. Nous avons de très bons échos. En tout cas, moi, je vous souhaite de tout cœur une très bonne année, qui va être une année importante pour nos pays, tant sur le plan européen que sur le plan français. Et d'autre part, on espère, je pense tous de tout cœur, que cette année ne soit pas trop troublée, mais créatrice de nouveaux projets et se passe dans une ambiance peut-être plus productive et plus paisible que les prémices que nous en avons en ce moment. Sandrine et Pierre, je vous donne la parole. Eh bien, je peux commencer peut-être. Alors bonjour à toutes et à tous, bien sûr, des vœux classiques de bonne santé, de bonheur et de réussite. Et j'ajouterais peut-être pour cette année de la douceur, parce qu'on est quand même dans un contexte un petit peu compliqué. Et j'aurais envie peut-être juste pour faire court de formuler deux vœux ici pour nous tous au comité 21. Le premier, c'est d'abord de réussir ensemble le programme 2022 qui est très riche, éclairé bien sûr par nos trois verbes phares accompagnés, anticipés et transformés sur ce fil rouge qui me semble très important cette année à partager ensemble, c'est-à-dire les nouveaux modèles. Et puis le deuxième vœu que je formulerai, c'est bien sûr l'ODD 17, on le partage, c'est notre ADN, c'est le faire ensemble. Et bien cet ODD 17, moi je souhaiterais qu'on l'anime cette année particulièrement en étant attentif, peut-être aux besoins d'écoute, de solidarité, de coopération entre les générations. Voilà, ça me paraît être un vœu que je formulerai à titre personnel, mais je ne ferai pas plus long. Pierre, s'il est arrivé. Pierre Victoria. Je n'ai pas le sentiment, Bettina, qu'il soit arrivé. D'accord. Alors, on va donner la parole à Aude et à Antoine, nos deux directeurs donc, de nos établissements, l'établissement national et l'établissement Grand Ouest. Eh bien, je prends la parole, Antoine, directement en faisant extrêmement court mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année qui, je trouve, effectivement, Sandrine, c'est assez adapté de parler de douceur. Je trouve que tout va très très vite et y compris Teams que je ne maîtrise pas totalement aujourd'hui, qui a l'air de faire des siennes, mais on s'adapte. Voilà, mes meilleurs vœux et merci beaucoup François Tadei d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous avoir pour échanger sur le sujet de votre livre qui, comme vous l'avez compris, intéresse tout particulièrement le comité 21. Antoine ? Antoine, tu n'as pas ton micro. Micro. En effet, ça marche un peu mieux avec le micro allumé. Donc, à mon tour de vous souhaiter une très belle année 2022. Au nom de l'équipe du Comité 21 Grand Ouest et de ses adhérents, on est très heureux de vous accueillir, Monsieur Tadei, sur un sujet ô combien essentiel au Comité 21, qui est le sujet de la coopération, puisque nous essayons depuis un peu plus de 25 ans maintenant de faire travailler des acteurs extrêmement différents, que sont les collectivités locales, les entreprises, les associations et les établissements d'enseignement et de recherche, et depuis peu, les citoyens, puisque la participation citoyenne, le rôle du citoyen dans
dans les transformations que nous appelons de nos voeux est évidemment essentiel. Donc, hâte de vous entendre et j'invite évidemment tous les participants à réagir sur le chat. Merci à tous. Donc, encore une fois, bonne année. Alors, c'est vrai que lorsque j'ai vu l'apparition de votre livre, Monsieur Tadi, je me suis un peu battue pour que nous ayons le plaisir de vous avoir. Je vous en remercie d'autant plus que vous êtes très pris en ce moment par un festival dont vous allez nous dire un mot. Alors, pourquoi, en dehors de votre talent et de vos engagements, nous avons tenu beaucoup au comité 21 à ce que vous parrainiez ces vœux pour 2022, pour 3 raisons. La première, c'est que votre parcours est extrêmement riche, en ce sens que vous êtes un scientifique et extrêmement pointu, si j'ose dire, en particulier sur la biologie moléculaire, etc., politicien au départ. Que ensuite vous avez élargi vos recherches à tout ce qui était interdisciplinaire, et ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous, si bien qu'on peut dire que vous êtes un scientifique à la fois de sciences entre guillemets dures et de sciences humaines, et ça c'est quelque chose que qui nous tient à cœur en fait au comité 21, avec en particulier le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, dont vous allez, je pense, nous dire un mot. Et ensuite, que ce livre est, si nous, est quelque chose de tout à fait intéressant, en ce sens que je trouve qu'il tranche avec beaucoup de livres de cette sorte, parce que finalement, quand on lit les petites plaquettes des éditeurs, on pourrait dire, bah, finalement, c'est un livre qui redit et si tous les gars du monde se donnaient la main. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un peu un vœu pieux ou ce genre de choses. Eh bien, pas du tout. C'est extraordinairement documenté. Justement, on voit bien que vous vous appuyez sur des faits scientifiques. Et cela nous parle en ce sens que nous faisons travailler des communautés ensemble avec nos 5 collèges, mais justement en essayant de leur proposer des outils précis pour qu'ils réalisent la transformation. Et c'est vrai qu'on en parlait juste avant le début de cette séquence. Notre petit rapport sur l'ODD 17 nous paraît un peu illustré, si vous voulez, dans le travail que nous faisons depuis 5 ans sur les objectifs de développement durable, ce souhait de faire travailler les gens ensemble sur la transformation. Donc, bienvenue. Moi, je vais vous donner la parole en vous demandant d'abord peut-être d'illustrer vous-même ce à quoi, j'allais dire, vous tenez le plus dans votre parcours. Et puis ensuite, nous allons commencer ensemble l'entretien sur votre livre. Je ne vous entends pas. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation, pour ces vœux, pour ces mots. Et je salue tous ceux que je connais dans la salle virtuelle. Et je me réjouis de retrouver aujourd'hui et probablement bientôt à nouveau en physique. Mon parcours, très vite, vous l'avez cité, j'ai beaucoup travaillé sur la coopération et sur ce qu'on appelle l'évolvabilité, c'est-à-dire la capacité à faire évoluer la capacité à évoluer. Et donc, c'est des choses qui peuvent se produire chez des bactéries sur lesquelles on l'a étudié. On peut observer que coévoluent simultanément, quand on est soumis à un environnement qui change rapidement, la capacité à coopérer, la capacité à échanger de l'information, la capacité à muter et la capacité à faire ensemble pour trouver des solutions. Et donc ça, c'est vrai, y compris dans des systèmes non conscients comme les bactéries. Donc on pourrait espérer que dans une espèce consciente comme la nôtre, ça puisse aussi être le cas. Et progressivement, je me suis intéressé à ce genre de sujet, en aidant toujours plus de jeunes à co-construire des environnements où ils pouvaient non seulement apprendre, mais apprendre à chercher à apprendre et surtout apprendre à co-créer des solutions à des défis qui peuvent être scientifiques, sociétaux, environnementaux. Et donc, on a eu la chance de faire ça dans un lieu qui
est né dans la salle café de notre labo à Necker et qui a doublé de taille tous les 18 mois depuis presque 18 ans maintenant. Et donc, on est un peu plus grand. On vient de changer de nom. Maintenant, on s'appelle le Learning Planet Institute pour différentes raisons que je peux rapidement évoquer. Il y a quelques années, j'avais été invité par Najat Vallaud-Belkacem à écrire un rapport sur l'idée de R&D de l'éducation et de société apprenante, rapport qui avait été complété par un deuxième qui a été remis à Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal et Muriel Pénicaud. Et fondamentalement, cette idée de société apprenante, cette idée d'une société où on apprend les uns des autres, à toutes les échelles, a plu non seulement à un certain nombre d'acteurs français, mais aussi à Audrey Azoulay, qui, comme vous le savez, est entre-temps devenue directrice générale de l'UNESCO, où elle vient d'être renouvelée récemment. Et Audrey nous a encouragés à co-créer avec l'UNESCO ce qu'on a appelé le mouvement Learning Planet. Et donc, cette idée d'apprendre à toutes les échelles sur notre planète. On reviendra peut-être sur pensée fractale tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on peut apprendre à toutes les échelles c'est quelque chose qui nous est cher et qui est aujourd'hui possible parce que le digital permet d'abolir les frontières géographiques beaucoup plus facilement qu'avant, même s'il reste des difficultés linguistiques et autres et qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on est face à face. Mais quand même, il y a des possibilités qui sont démultipliées. Et en plus, on est dans une époque où les machines elles-mêmes apprennent. On parle de machine learning pour parler d'intelligence artificielle. Et donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre à l'heure où les machines apprennent? Comment est-ce qu'on peut apprendre à relever nos défis communs, nos défis personnels, nos défis locaux et nos défis globaux? Donc, évidemment, l'agenda qui est le vôtre et celui des ODD nous est cher. Et comment est-ce qu'on peut mobiliser les jeunes et les moins jeunes dans leur volonté de sortir par le haut d'une situation d'éco-anxiété et de stress qui est quand même très prégnante. Et donc, on a décidé de lancer cette dynamique collective autour de Learning Planet. Et une des manières de le faire, et on pourra en reparler, c'est de le faire en célébrant nos apprentissages. Et donc, il y a une journée nationale de l'éducation qui a été créée par les Nations Unies il y a seulement 3 ans. Et on a décidé d'accompagner l'UNESCO et les Nations Unies dans cette célébration en invitant un peu sur le mode de la fête de la musique tout un chacun à célébrer ce qu'il a appris de plus pertinent pour prendre soin de lui, des autres et de la planète. Et cette capacité à prendre soin de soi, des autres et de la planète, elle est un petit peu orthogonale à la compétition où on s'exploite soi-même, on exploite les autres et on exploite notre environnement d'une manière qui n'est pas toujours soutenable. Donc, on a décidé de faire ça et il y a donc cette semaine, le 24 janvier, c'est la Journée nationale de l'éducation. Du 22 au 29 janvier, il y a ce festival qui se produit aux 4 coins de la planète. Je sors d'une session où, par exemple, l'UNESCO et Sobitaouil a présenté le rapport Futur de l'éducation qui a été rédigé par beaucoup d'acteurs et où j'ai eu la chance de contribuer. Il y a eu des sessions toute la semaine où, par exemple, les plus jeunes ont pris la parole en ouverture pour dire quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs espoirs, quelles étaient leurs craintes. Et donc, on essaye dans pratiquement toutes les sessions de donner la parole à cette jeune génération. Je donnerai juste une illustration et on y reviendra si vous voulez, qui moi m'a beaucoup marqué. Il y a une jeune fille, il y a quelques années, qui est arrivée à la maison des adolescents à Cochin. Ça d'entre vous connaissent peut-être. Et elle est arrivée parce que suicidaire et quand elle a exprimé les raisons de sa détresse personnelle, elle a expliqué qu'elle avait lu le rapport du GIEC et qu'elle avait compris que la seule manière d'avoir une empreinte carbone zéro, c'est le suicide. Et dans un monde qui est toujours plus fou, il peut être rationnel d'aller vers un acte que l'on considère comme une folie par ailleurs. Et donc, moi, j'ai trouvé ça particulièrement stressant comme situation. Et il se trouve que sa psychiatre a su lui dire quelque chose qui, à mon avis, est très pertinent, qui est que si elle se suicidait et que si tous ceux qui pensent comme elle se suicidaient, il n'y aurait plus sur la planète que des gens qui ne pensent qu'à la détruire, du genre Bolsonaro, Trump et quelques autres que vous connaissez, et que ça ne rendrait pas service à la planète. Et donc, il valait mieux qu'elle reste en vie, qu'elle s'éduque, qu'elle l'apprenne, qu'elle s'engage. Et donc, face à cette jeunesse qui est toujours plus dans la rue et toujours plus stressée en pensant à son avenir, ben, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et collectivement à toutes les échelles? C'est un petit peu le genre de choses qu'on essaye de faire au Learning Planet Institute. On essaye de co-créer avec cette génération
des diplômes, des nouvelles manières d'apprendre, des nouvelles manières de faire la recherche, des nouvelles manières de coopérer pour faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Et finalement, les disciplines sont au service des projets de ces jeunes et on essaye de les accompagner. Donc c'est un petit peu ça notre histoire, pour le dire assez vite. Et on a des programmes qui commencent maintenant dès la maternelle avec les aventuriers. On a même un programme qui s'appelle Le Premier Cri, qui est un programme destiné à la toute petite enfance. Et puis on fait de la formation continue et on travaille avec des acteurs qui s'intéressent à réinventer tout ça. Au niveau universitaire, on travaille avec l'Université de Paris. On travaille avec l'INSERM depuis longtemps, plus récemment avec l'IRD, avec l'INRIA, avec l'Université de Cergy, avec plein de grandes universités internationales. On a fait des summer schools avec Harvard et Sciences Po, par exemple, Tsinghua et Beida en Chine. Donc on essaye de se mettre en réseau avec tous ceux qui, à travers la planète, veulent contribuer à cette transformation, en travaillant sur une notion que les sociologues de l'innovation ont qualifiée de middle ground. Donc le upper ground, c'est l'institution. Et ça peut être l'institution universitaire ou l'institution internationale. Le underground, c'est là où il y a les acteurs de terrain. Underground, c'est les activistes, entrepreneurs sociaux qui essayent de faire un certain nombre de choses. Et je suis très lié à ces réseaux également, en plus des réseaux de recherche et autres. Et donc, on essaye en fait de créer ce middle ground, qui est ce terrain fertile où les gens de l'upper ground éclairés qui veulent jouer collaboratif et les gens de underground qui veulent essayer de prendre un petit peu de capacité à se mettre en réseau vont pouvoir se retrouver pour faire ensemble des choses qu'ils ne sauraient faire seuls. Et donc, je pense que par bien des côtés, vous fonctionnez comme un middle ground, autant que le comprenne à distance. Mais donc, il y a plusieurs middle ground dans différents mondes et dans différents endroits. Et en fait, comment est-ce qu'on peut les mettre en réseau les uns avec les autres pour créer une espèce de méta-middle ground dans lequel on peut fédérer ce que font les uns et les autres et apprendre les uns et les autres pour accélérer les transformations nécessaires et déjà en cours, et éventuellement imaginer d'autres possibles. Et donc, on essaye de créer ce genre de dynamique. Je pourrais le décrire plus en détail peut-être par la suite. On a développé aussi des outils numériques qui permettent de faire ça à l'échelle. En particulier, une intelligence artificielle qui est un espèce de GPS de la connaissance, GPS des projets, qui pourrait même devenir un GPS des rêves pour permettre à ceux qui ont des projets en commun, des rêves en commun, de se retrouver pour faire ensemble des choses qu'ils ne sauraient faire seuls. Et reprendre le beau mot de Pierre Curie que j'ai mis en exergue du livre, qui est, ce qui est drôle, c'est qu'il a dit ça quand il avait 18 ans. Il a dit qu'il faut savoir faire de sa vie un rêve et de son rêve une réalité. Et donc je trouve que c'est une belle manière c'est un beau rêve de jeunesse qu'il a su particulièrement bien réaliser et avec sa femme et avec ses enfants, et ils ont quand même été parmi les plus fondateurs du XXe siècle, en tout cas de sa partie scientifique. Mais je pense qu'on a besoin de cette capacité à créer des collectifs pour faire ensemble des choses qu'on ne saurait faire seul. D'où le titre de ce livre. Et ce que vous appelez dans un de vos chapitres les GPS du rêve. Exactement. Voilà, c'est ça. Et avec un GPS, vous pouvez avoir tout un nouveau service. Vous pouvez faire des Blablacar du rêve ou des Blablacar ou des Tinder du rêve. Enfin, vous pouvez imaginer plein de nouveaux services à partir de là. À partir du moment où vous pouvez matcher les gens dans l'espace des rêves, vous pouvez leur permettre de se retrouver pour faire des choses qui ont du sens pour les uns et pour les autres, mais qu'ils ne sauraient faire seuls. Et j'avoue que les quelques rêves que j'ai su réaliser dans ma vie, aucun d'entre eux, je n'aurais pu le faire seul. C'est systématiquement des rencontres et une capacité à co-construire ensemble des choses qui ont du sens et éventuellement de l'impact. Alors, on voit bien à quel point cette introduction est alléchante par rapport donc à votre livre. On va peut-être essayer de le dérouler ensemble. Il a 3 grandes parties. Il appelle à la fin, et c'est tout à fait d'ailleurs intéressant, original, vous venez d'en dire un mot, à participer ensuite, après des pistes que vous donnez à une plateforme. Je pense que vous nous donnerez les renseignements là-dessus. Mais moi, ce que je voudrais dire, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est que
vous savez, nous avons tous, et le comité 21 n'a pas manqué de le faire aussi, été pris d'une frénésie pendant le premier confinement et après, le monde d'après, et en même temps, le plus jamais ça voulait dire on ne va pas vivre comme avant. Et en fait, vous, c'est le même départ, puisque vous expliquez très bien dans votre livre comment vous éteignez les lumières, si j'ose dire, de la ruche vide du centre que vous animez, le CRI, et d'autre part que en fait vous étiez préparé à ce confinement parce que vous avez averti donc depuis fin décembre de ce qui se passait, et vous avez cette phrase que immédiatement vous vous êtes dit qu'il fallait réfléchir à l'après, mais d'abord réfléchir et constater la fin d'un monde. Et vous avez donc cette phrase: comment accélérer les prises de conscience et les prises de décision qui devaient en découler. Et là-dessus, vous déroulez un petit peu tout ce qui change dans ce monde, en particulier sur les femmes, sur les enfants. Vous avez de très beaux mots sur l'empathie. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu cette phase de première partie de prise de conscience? Oui, la prise de conscience, pour moi, était très, très physique. J'étais le 11 septembre 2001 à New York, et donc j'ai eu une première prise de conscience de la vitesse à laquelle pouvait s'écrouler littéralement une partie de monde. Et cette deuxième prise de conscience au début de la pandémie m'a marqué, et les mots de Confucius me sont revenus parce qu'il disait que nous avons deux vies et que la deuxième vie commence quand on sait qu'on n'en a qu'une. Je pense qu'on est tous vulnérables depuis la naissance par construction, et on est tous vulnérables jusqu'à notre dernier souffle, mais il y a des moments où on en prend plus conscience que d'autres. Et la maladie est assez clairement ces moments. Une pandémie est un moment où on synchronise ces prises de conscience. Et donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que... Et vous dites d'ailleurs, pardon de vous interrompre, qu'à partir de cette synchronisation de prise de conscience, il y a finalement pour la première fois la chance ou l'espoir de faire un changement synchronisé aussi. Exactement. D'autant que cette prise de conscience individuelle, parce qu'elle devient collective, est associée à d'autres prises de conscience. Par exemple, je pense que la démocratie américaine est rentrée dans sa deuxième vie il y a exactement 1 an. Et la nôtre n'est pas forcément dans une bien meilleure santé. Elle est également vulnérable, mais c'est le cas de toutes nos institutions. Et c'est même le cas de notre espèce. Et donc cette prise de conscience multidimensionnelle est toujours plus synchrone parce qu'on partage exactement la même situation et les mêmes angoisses existentielles, qu'elles s'appellent nucléaires, climatiques, pandémiques et autres. Et donc je pense qu'il y a une prise de conscience, et je pense que c'est ce qui nous différencie justement des bactéries ou d'un certain nombre d'autres organismes vivants, c'est qu'on est capable de se projeter dans le futur. On est capable d'analyser d'où on vient, et on est capable de mieux réfléchir à où on est et quel chemin on veut prendre à partir de ça. Et donc cette prise de conscience individuelle et collective me semble essentielle pour cette transformation. Et on voit qu'il y a un certain nombre de nos vulnérabilités qui sont soulignées, et on voit bien que celles en particulier qui ont le plus subi, qui ont donné la vie, c'est les femmes qui donnent la vie, et qui connaissent cette vulnérabilité de manière très intime, sont probablement mieux placées que nombre d'hommes, en particulier quand ils s'enferment dans des postures un peu machistes. Et en tant que Corse, j'en ai connu une partie à titre familial et personnel. Et donc, je pense que cette vulnérabilité, l'accepter est essentiel pour d'abord redécouvrir la beauté de la vie. C'est ce que dit Confucius. La deuxième vie peut être plus belle encore que la première, parce qu'on peut peut-être plus profiter
de chaque instant, parce qu'on sait qu'ils sont fragiles. Donc ça, c'est un premier point. Et donc je pense que des vagues comme MeToo ou d'autres, MeToo inceste en particulier. Vous insistez beaucoup sur le rôle des femmes, en l'occurrence, et le rôle des jeunes. D'ailleurs, vous venez d'en parler. Enfin, ça fait dans votre première partie, ça fait 2 chapitres précis. Oui, tout à fait. Je pense que c'est et ce que je dis en introduction et que je replace maintenant par rapport à ça, c'est que en fait, je pense qu'on a besoin de réinventer les Lumières. Et j'y reviendrai, mais les Lumières, c'était un package assez extraordinaire dans lequel, en un siècle, on a réinventé une partie de ce que Athènes avait su inventer préalablement en termes de démocratie, de citoyenneté, d'éducation, de science, de vivre ensemble, de débat. On est passé de l'agora au salon, mais il y a eu des variantes évidemment. Mais assez fondamentalement, une partie des choses qui sont en partie menacées aujourd'hui ont été inventées déjà au moins 2 fois. Donc je pense qu'il est peut-être temps de le réinventer une 3e fois. Mais vous dites en même temps que c'est la fin de la période des Lumières, effectivement qu'il en faut d'autres, mais que les Lumières telles qu'elles ont éclairé les 3 siècles, 18, 19e et 20e, cette période est terminée. Oui, alors en particulier, je pense que les Lumières ont eu beaucoup de qualités, mais quelques défauts. Et parmi leurs défauts principaux, il y a eu le fait de ne pas avoir su entendre la voix des plus vulnérables. Et donc les Lumières ont surtout éclairé des hommes blancs, pour le dire vite, et puissants, et qu'elles ont contribué à des formes de colonialisme, elles ont contribué à des formes d'oppression. Supprimer ou pas l'esclavage, ça a été des longs débats et qui se sont terminés, mais il y a encore des formes d'esclavage moderne. Les femmes, Olympe de Gouges a littéralement perdu la tête au sens propre du terme pour avoir revendiqué le droit de monter à la tribune, le droit d'être une citoyenne. Et cette situation-là a perduré trop longtemps. Les femmes ont mis extrêmement longtemps à obtenir le droit de vote, en particulier dans notre pays. Mais pardon. Et donc je pense qu'il y a tout un tas de difficultés avec les Lumières. Elles ont amené de facto à utiliser la raison pour exploiter soi-même, les autres et son environnement. Et elles ont créé la révolution industrielle, elles ont créé tout un tas de choses qui dont certaines sont très positives, d'autres moins, en particulier dans leurs effets collatéraux sur l'environnement. Et je pense qu'il faut donc réinventer des Lumières qui soient à la fois plus inclusives et plus écologiques, plus digitales et plus globales. Et donc, ce qu'Athènes a inventé à l'échelle de la cité, ce que les Lumières ont réinventé à l'échelle de la nation, comment est-ce qu'on l'invente à l'échelle de la planète? Ce qui a été fait à Athènes autour de l'écriture, ce qui a été fait pendant les Lumières autour de l'imprimerie, comment est-ce qu'autour du digital, on peut le réinventer et comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on est vraiment inclusif. Et ce qui est vrai, c'est que les Lumières avaient non seulement oublié les femmes, et les esclaves, et les pauvres, et les illettrés, mais aussi les enfants. Et que les enfants sont les derniers non-citoyens de la planète. En tant que biologiste, il ne se passe rien à l'âge de 18 ans qui justifie ça. Et donc, il se trouve que dans la crise actuelle, les femmes et les enfants ont particulièrement souffert de violences intrafamiliales et de tout un tas de discriminations, mais même dans les médias. Les femmes ont disparu des médias, en tout cas, elles sont moins présentes qu'elles n'étaient. Et donc, il y a quand même alors qu'elles sont en première ligne dans le care, et alors qu'on applaudit les métiers du soin, et en particulier les soignants et les soignantes, il y a une espèce d'aberration. Et donc, il m'a semblé, pour tout vous dire, ce livre, honnêtement, je ne sais même pas d'où il vient. Parce que, alors, moi, je vais vous dire comment je l'ai ressenti, sans vous connaître très bien. Je l'ai ressenti d'abord comme, justement, ça ne m'étonne pas que vous disiez, vous ne savez pas d'où il vient, parce que j'ai trouvé que c'était à la fois un livre extraordinairement spontané, en fait, en particulier à la fois dans la première et 3e partie, si j'ose dire, parce que on sent que c'est, enfin, je voudrais pas,
employer à tout va cette expression maintenant qui traîne partout du ressenti, mais c'était vraiment issu d'un ressenti. La scène que je citais, c'est-à-dire la scène où vous fermez le centre, est très poignante parce qu'elle renvoie à ce qu'on a tous vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a éteint, nous aussi, au comité 21, on a éteint la lumière de nos bureaux, on est rentré chez nous et c'était la première fois, je veux dire, qu'on faisait un truc pareil. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de très profond. Et la seconde, c'est que ce qu'il y a de très, très frappant dans ce livre, c'est que votre culture, qui, comme je me permettais de le dire au début, est multiple et immense, sert justement à donner tout ça un sens. Et alors, à ce propos, est-ce que vous pourriez nous dire, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, mais mystérieux, le VUCA-VICA. Alors, c'est quoi ça? Racontez-nous. Alors, on a l'impression que c'est un cri de guerre. Ouais, VUCA, c'est effectivement un terme que les militaires ont utilisé pour décrire le monde qui est le nôtre, qui est un monde volatile, où même les certitudes peuvent s'envoler, et nos sociétés nos modes de vie peuvent tout d'un coup disparaître. Le U, c'est unknown, donc tellement d'inconnus dans le monde, et encore grâce à cette pandémie, par exemple, on ne sait toujours pas s'il va y avoir encore un nouveau variant et s'il va continuer à semer le trouble, voire pire encore s'il attaquait les plus jeunes. Le C, c'est complexe. On est dans un monde toujours plus complexe avec toujours plus de relations et d'interdépendances et qui ne sont pas faciles à comprendre, même pour des militaires. Et le A, c'est ambigu. C'est parce que quand on voit quelque chose, par exemple, est-ce qu'Omicron est une bonne ou une mauvaise nouvelle, le fait qu'il soit un peu moins virulent, mais un peu plus transmissible, voilà, on peut à chaque fois se poser des questions de ce genre. Donc ça, c'est le terme VUCA. Et moi, j'ai essayé de proposer une variante de ce mot des militaires, et plutôt que d'être en état de guerre, être en état de care, quelque part, pour parler de... Donc VICA, le V, c'est vulnérable. Donc, je vais beaucoup parler de la vulnérabilité, je pense qu'on l'est tous. Le I, pour moi, c'est interdépendant. On parle souvent de déclaration d'indépendance ou d'individualisme. Je pense qu'on a besoin d'interdépendance. Une déclaration d'interdépendance, à mon avis, serait salutaire. Le C, c'est la coopération, c'est aussi la créativité, c'est le care, c'est la critique constructive. On peut mettre beaucoup derrière cette lettre. Et le A, pour moi, en anglais, c'est aware, ou ça fait un C de plus en français. C'est la prise de conscience dont j'ai aussi parlé. Et je pense qu'il y a besoin de revenir sur ce genre de choses pour décrire un monde non pas seulement comme des militaires stratèges, mais comme des êtres humains qui ont besoin de ces prises de conscience pour essayer d'inventer une manière de sortir par le haut de ce genre de situation. Alors, après, dans la deuxième partie, vous affirmez, c'est d'ailleurs le sous-titre, qui, enfin, tel pour parodier une pièce de théâtre célèbre, vous dites « La distanciation sociale, comme la guerre de Troie, n'aura pas lieu ». Voilà. Alors, et puis, en fait, vous illustrez le fait que cette distanciation sociale qui nous est imposée en ce moment doit justement être interrompue pour essayer de surmonter les multiples crises que nous traversons. Vous l'avez d'ailleurs cité plusieurs fois déjà, le care, effectivement, et toutes les notions de compassion sont extrêmement présentes dans cette deuxième partie. Alors, j'ai envie de vous demander, autant, j'ai l'impression, c'est très intéressant d'une part, mais d'autre part, j'ai l'impression qu'on peut tous, surtout cette communauté de développement durable qui est présente, souscrire à votre souhait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, étant donné l'état du monde, étant donné qu'il y a des bruits de bottes à 2000 km de chez nous, par exemple, est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de vous demander.
Moi, je suis ni pessimiste ni optimiste, j'essaie d'être mélioriste. C'est-à-dire que j'essaie de faire ce que je peux pour améliorer les choses. Et la tendance générale est tellement complexe et volatile que c'est très difficile de prédire. Mais j'ose espérer qu'en œuvrant à mon petit niveau, je peux contribuer à apporter ma pierre à l'édifice commun. Et ce livre, je l'ai écrit un peu comme une bouteille à la mer, mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que le premier livre que j'avais écrit, qui s'appelait Apprendre au XXIe siècle, j'ai mis 10 ans à l'écrire et j'avais été longuement sollicité par différents éditeurs ou amis qui voulaient que j'écrive ce livre. Et celui-ci, eh bien, je me suis réveillé un matin, alors que la veille, je n'avais même pas pensé que j'écrirais un bouquin. Et le lendemain matin, j'avais non seulement envie d'écrire, mais j'avais le plan, le titre et tous les chapitres. Ah, j'en rêve là, moi je suis en train d'en écrire un, j'en rêve là. Me réveiller un matin en ayant tout. Et honnêtement, c'est pour ça que quand je dis que je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça vient. Mais quelque part, une manière d'exorciser ou de dépasser mes angoisses personnelles, nocturnes et autres, a été de me dire, mais en fait, seul, j'ai aucune chance, mais par contre, collectivement, on a peut-être une chance. Et tout, c'est les poèmes qui viennent comme ça. Oui, mais c'est quelque part et si nous, c'est marrant parce que j'ai essayé de regarder dans mes mails, par exemple, c'est pas une expression que j'utilise, même si de facto, je pense que tout ce qu'on a fait au CRI, maintenant le New Learning Plan Institute, était de l'ordre de et si nous. Et j'en ai parlé avec plein de gens, je leur demandais, et vous, quels seraient vos et si nous? D'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre dans le chat si vous le souhaitez. Mais c'est Bruno Patino qui m'a fait prendre conscience d'une de mes résonances personnelles en me disant, mais en fait, et si nous, pour moi, c'est l'enfance. C'est et si nous étions capables en tant que... C'est ce que je disais au début, c'est et si tous les gars du monde un peu. C'est un peu ça. Et cette capacité à créer des collectifs, quelque part, on a tous joué à des jeux de société et parfois on a eu envie d'en changer les règles. Et comment est-ce qu'on peut changer les règles du jeu de la société? C'est un peu cette continuité entre l'imaginaire de l'enfance, du jeu et l'espèce de jeu un peu trop sérieux auquel on joue en ce moment et où on a tous envie de gagner, mais on voit bien aujourd'hui qu'on ne gagnera que collectivement. Et donc ça, c'est vraiment un des aspects fondamentaux. Et ce que j'essaie de donner comme exemple, c'est que la compassion, évidemment, toutes les grandes religions en ont parlé. Là, je suis en train de lire un magnifique livre, le livre de la joie de Desmond Tutu et du Dalai Lama, où il parle évidemment beaucoup de ce genre de notions. Il parle beaucoup d'humilité, d'humour et d'humanité, en nous rappelant que tout ça, ça vient de humus. Et donc, que quelque part, prendre un peu ce recul, se rappeler nos vulnérabilités, penser cette compassion. Mais la compassion, on peut la penser de manière très intime, mais on peut aussi la penser de manière scientifique. Et j'ai été heureux de découvrir, pendant la crise, j'ai lu beaucoup, et parmi les livres que j'ai lus, il y en avait sur les Lumières, et puis il y en avait sur aujourd'hui. Et un livre qui m'a marqué, c'est un livre qui s'appelle Compassionomics, où il y a des gens qui se sont amusés à quantifier l'impact de la compassion, en particulier dans le domaine médical, puisque les médecins sont censés prendre soin, mais d'abord, qui prend soin d'eux? Et puis, est-ce qu'ils sont dans le geste technique du soin ou est-ce qu'ils sont dans le care? Et quelque part, il y a eu plein de débats, et y compris des expériences randomisées qui montrent qu'un médecin qui, par exemple, prend 40 secondes au moment où il rencontre un patient qui va annoncer qu'il a un cancer, et bien, il peut changer la destinée de ce patient en prenant 40 secondes pour lui dire qu'il va l'accompagner et que, quelles que soient les difficultés, ils les traverseront ensemble. Et ce genre de choses est quand même assez intéressant, parce que certains d'entre nous le font plus spontanément que d'autres, mais il y a des gens qui ont besoin de l'apprendre et qui ont besoin de chiffres et qui ont besoin de science derrière pour le faire. Et vous dites, alors effectivement, il y a de très belles pages sur la compassion dans cette partie. Et alors, vous développez aussi une notion japonaise. Et alors, j'ai envie de dire à tous les gens qui nous écoutent et qui ont lu nos travaux sur les parties prenantes de l'année dernière, qu'on a présenté tout au long de l'année 2021, que nous avons fait du l'ikigai sans le savoir. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette notion japonaise d'ikigai, qui est en fait
une des notions du vivre ensemble aussi. Oui, il y a des notions à travers le monde. Je pense chaque civilisation a inventé ses formes de sagesse et de vivre ensemble. J'aime beaucoup la notion d'Ubuntu, par exemple, en Afrique du Sud, ou dans le sud de l'Afrique, même plus généralement. Et la notion d'ikigai m'a beaucoup plu et est devenue un des axes où on a créé un labo ici et où on accompagne énormément de gens, en particulier des plus jeunes, mais pas seulement. L'ikigai, en fait, pour les Japonais, c'est un peu le chemin de vie ou comment est-ce qu'on trouve du sens, ou raison d'être, on dirait en français. A été inventé en particulier à Okinawa, qui est l'endroit où on vit le plus longtemps. C'est quand même intéressant, cette coïncidence. Mais ce qui n'est pas forcément uniquement une coïncidence, parce que trouver du sens, ça aide à avoir envie de vivre et à trouver une capacité à vivre positivement ce qu'on vit. Et donc, cette notion s'est modernisée et digitalisée, devenue quasiment virale sur Internet. Si vous cherchez Ikai, GAI, vous en trouverez des millions de variations. L'une des plus célèbres, c'est celle qui dit que votre Ikigai, vous le trouverez à l'intersection de ce que vous aimez, de ce dont le monde a besoin. Là, on rejoint les ODD, évidemment. De ce que vous savez faire, et je rajouterais dans un contexte éducatif, de ce que vous pouvez apprendre à faire. Et on dit souvent de ce pourquoi vous pouvez être payé, et je dirais plus généralement de l'ensemble des ressources que vous pouvez trouver pour réaliser vos projets. Et donc il y a quelque part un match à faire entre les besoins et les ressources de l'individu et les besoins et les ressources de son environnement. Alors vous savez forcément qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, depuis la loi Pacte, sont en train de définir leur raison d'être. Il y en a maintenant dans le CAC 40 à peu près 25. Et je trouve que on a assisté au comité 21 à quelques discussions internes dans les entreprises pour choisir leur raison d'être, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire au mieux de ce qu'on peut faire, et en même temps, qu'est-ce qui nous est possible de faire? C'est-à-dire, ne nous donnons pas une raison d'être qui est effectivement qui serait en contradiction avec ce que nous produisons, etc. Donc, je crois que moi, je vais populariser cette notion d'ikigai par rapport aux entreprises qui créent leur raison d'être. Oui, et je pense qu'on peut avoir un ikigai individuel et un ikigai collectif, un ikigai de l'institution et de l'entreprise, voire un ikigai ou un ikigaya qui serait un ikigai planétaire. On peut aller vers un we key guys et en fait on peut l'écrire we are the key guys aussi. Donc il y a plein de manières de jouer avec ces mots et avec ces concepts, mais assez fondamentalement, comment est-ce qu'un individu ou un collectif ou une organisation trouve sa place aujourd'hui en permettant à chacun de s'épanouir et de travailler en synergie avec tous les autres acteurs de son écosystème, de notre écosystème global aujourd'hui. Alors, on arrive à votre troisième partie, et alors c'est un choc pour le comité 21, parce que nous, figurez-vous que depuis des années, nous déclinons la formule de la conférence de Rio 92, penser global et agir local, en lui donnant d'ailleurs quelques déclinaisons nouvelles, puisque aujourd'hui, nous pensons que les choses se déplacent sur le local. D'ailleurs, c'est un peu c'est parallèle à ce que vous disiez au début, en fait, sur les échelles des communautés. Et alors, vous avez une formule qui est penser fractal, agir viral. Alors ça, c'est outre la beauté de la formule, il faut que vous nous l'expliquiez. Je dirais que vous expliquez cette formule en la déclinant, et si nous, et là vous prenez toutes sortes de communautés d'acteurs en fait. Alors, est-ce que pour vous, c'est, comment dirais-je, ça serait une formule sur laquelle on pourrait s'appuyer pour justement réaliser cet ODD 17 dont nous parlons souvent, ou bien comment dirais-je, transformer, pour reprendre, nous, notre rapport transformation, la société et les sociétés. Oui, donc fractal, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, vient des mathématiques de Mandelbrot et de la capacité à penser, à voir le même type de pattern à différentes échelles. Et donc, je pense qu'il y a
par exemple, de la coopération à toutes les échelles. Il y a de la coopération à l'intérieur de nos cellules, il y a de la coopération entre nos cellules, il y a de la coopération entre nos organismes, il y a de la coopération entre nos espèces. Voilà, on peut penser ces différentes échelles, de l'ultra-local jusqu'au global, un peu comme des poupées russes, essayer de penser l'ensemble de ces dimensions et de leurs intrications. Et typiquement, si on veut... Gandhi disait « soyez le changement que vous voulez voir ». Donc, il y a différentes manières d'illustrer cette vision, mais ça peut commencer de manière très intime et aller vers des cercles toujours plus grands. Donc ça, c'est un premier point. La démocratie elle-même a des dimensions assez fractales, puisqu'elle a d'abord été inventée localement, puis à l'échelle de la nation. Elle existe au niveau de l'Europe, au moins en partie, même si elle est perfectible. Mais à l'échelle planétaire, pour l'instant, on n'a pas pensé ce niveau-là, puisque on peut se sentir citoyen du monde. Aucun d'entre nous n'a les droits qu'on a en tant que citoyen français ou en tant que citoyen européen, où les Athéniens pouvaient avoir leurs droits à l'époque. Donc ça, je pense qu'il y a besoin de penser toutes ces échelles et de se rendre compte que de temps en temps, il en manque une. Par exemple, il n'y a pas de démocratie globale aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Quel principe de subsidiarité et autres on pourrait inventer? Il y a plein de discussions qui ont eu lieu entre l'Europe et les nations, mais je pense qu'on peut l'avoir en rajoutant encore des dimensions dans la fractale. Donc ça, c'est le côté pensée fractale. Et agir viral, honnêtement, je pensais ce genre de choses avant la pandémie. En période de pandémie, c'est un peu difficile de justifier ce genre de choses, mais assez fondamentalement, quand on a une solution qui fonctionne, au moins pour un individu ou pour un lieu, un local, eh bien, est-ce qu'on peut documenter et partager ce qu'on a fait? Non pas l'imposer à qui que ce soit, mais le proposer aux autres de façon à ce qu'ils puissent s'en emparer s'ils le souhaitent et l'adapter, l'en muter, recombiner à leurs environnements respectifs. Et donc, si on est capable de faire ça, alors, parce que la somme des solutions locales ne fera pas forcément une solution globale. Alors que si les solutions, parce qu'il y a trop peu de gens qui sont en avance de phase sur les transformations locales. Il y en a évidemment, heureusement, mais il n'y en a pas suffisamment. Et donc, il faut absolument que les solutions qui sont les plus efficientes locales, encore une fois, personne ne les impose, mais que tout le monde soit invité à en prendre conscience et à chercher à construire sa propre solution. Donc voilà, c'est un peu ça que j'essaie de dire quand je dis pensée fractale et agir viral, c'est d'utiliser la viralité que permet le digital pour partager autre chose que des fake news. Et donc, comment est-ce qu'on peut partager des virus positifs, en tout cas des virus de type solution, c'est en les documentant bien et en les packageant bien. Parce que ce qui se propage de la manière la plus virale, c'est pas des rapports complexes, c'est éventuellement des solutions très pragmatiques qu'on peut mettre en œuvre localement. À part que ça fait plaisir d'entendre le mot viral décliné de façon un peu différente qu'on l'entend maintenant, j'ai relevé votre proposition de l'Institut des défis aussi. Alors ça, j'adore en fait. Oui, alors on a créé un Institut des défis. On a beaucoup joué avec l'acronyme du CRI, de Centre de recherche interdisciplinaire à Carrefour de rencontres intéressantes ou à Challenge Research Institute. Et l'Institut des défis, on a tous des défis personnels, on a en plus des défis collectifs, on a même des défis globaux. Et en fait, on est peu invités à partager nos défis et nos manières de les aborder. Et pourtant, si on a des défis auxquels beaucoup d'entre nous sommes confrontés, plutôt que de les aborder seuls, si on peut les aborder en apprenant les uns des autres, en mobilisant des savoirs du monde académique issus de différentes disciplines, on peut être beaucoup plus efficace. Et quelque part, l'école et l'université ont été soumis à un défi sans précédent, qui était la pandémie. Enfin, comme chacun d'entre nous, mais en particulier pour les plus jeunes, ça a été particulièrement complexe, parce qu'ils ont perdu non seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de socialisation, un lieu de vivre ensemble. Et donc, ce besoin de trouver une manière de vivre ensemble et de créer des collectifs et de relever nos défis communs, ça nous a paru évident qu'il fallait créer un institut des défis. Donc, au sein de l'Université de Paris, on a créé un institut des défis et on est pour aider les étudiants, les enseignants, les chercheurs, l'université et puis la société au-delà
à relever ces défis et à essayer de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser de l'intelligence collective. Alors, oui, d'ailleurs, vous avez un très beau mot à un moment donné, vous dites comment remplacer la bêtise collective par l'intelligence collective. Et alors ça, si vous voulez, en ce moment, tous les jours, ça me parle, moi, sans aucune allusion. Et comment vous pourriez, je veux dire, en fait, racontez-nous ce que c'est que l'Institut des défis, parce que je veux dire, qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Donnez-moi une journée de l'Institut des défis. Par exemple, on peut recevoir des étudiants ou des enseignants-chercheurs qui ont des défis et essayer de voir, leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls à avoir ces défis, leur montrer qu'il y a à la fois besoin de comprendre la complexité des enjeux auxquels ils sont confrontés. Et donc là, il y a un peu de savoir à acquérir, mais il faut éventuellement s'engager pour relever ces défis. Et ce défi... Et donc, on leur montre les outils numériques qu'on a développés, et donc le fameux GPS de la connaissance dont je vous parlais, mais aussi une base de données de projet où ils peuvent décrire leur projet sur comment est-ce qu'ils vont relever ce défi. Et puis, donc, par exemple, si vous allez très concrètement sur notre site web, vous trouverez un sous-site qui s'appelle Prof-chercheur. Et donc là, on a des enseignants. Je n'ai pas entendu. Prof-chercheur. Ah, prof-chercheur, pardon. Et donc, vous avez des profs qui sont soumis à des défis dans leur classe, par exemple le défi du confinement, le défi de la continuité pédagogique, le défi du décrochage de jeunes, etc., le défi de la relation avec les parents dans ces conditions-là. Et ils définissent leurs défis, et puis ils se réunissent à un certain nombre en disant, bah, voilà, on a le même défi, et toi, comment tu l'abordes? Moi, j'ai essayé de faire ci, moi, j'ai essayé de faire ça. Et ils documentent ce que chacun a fait, ils documentent les impacts que ça a eu, ils font de la revue par les pairs, et ils apprennent à de facto utiliser la méthode scientifique ou une variation de cette méthode dans leur contexte particulier pour relever le défi qu'ils ont dans leur classe. Et il se trouve qu'il y a des inspecteurs qui ont fait ça, des chefs d'établissement, des universitaires, maintenant à tous les âges de la vie, de la formation continue, etc., qui se sont emparés de cette méthode. Mais on peut faire prof-chercheur, on peut faire professionnel-chercheur, quel que soit son métier. On a tous des défis professionnels et est-ce qu'on peut là aussi mutualiser les manières d'explorer ça? Et donc cette capacité, dans cet institut de défis, on essaye de dire, en fait, il y a non seulement les défis de l'école ou les défis de l'entreprise, les défis de la société, mais quelque part, il y a c'est pas simplement pour l'école ou l'université, par exemple, c'est non seulement relever les défis du Covid, mais c'est apprendre à relever les défis. Et si on sort grandi de cette crise, c'est si on a appris à relever non seulement le défi de la pandémie, mais aussi les défis qui sont devant nous, ou qui sont déjà présents, mais qui ne font que croître, du genre défi climatique ou défi environnemental, voire défi démocratique. Donc, ce besoin de sortir par le haut de ces défis, parce que chacun de ces défis, quand on le voit seul, on a l'impression qu'il est beaucoup trop grand pour nous. Et ça peut être très, très stressant et voire paralysant. Alors que si on se rend compte qu'effectivement, seul, on n'y arrivera pas, mais que si on sait créer un collectif ou rejoindre un collectif, alors on a beaucoup plus de chances d'y arriver. Et en plus, ça a été montré, le simple fait de rejoindre un collectif, c'est déjà bon en soi. Donc psychologiquement, c'est déjà bien de rejoindre un collectif et de le rejoindre autour d'un défi. C'est une manière de sortir par le haut de ces situations où typiquement toute crise, les Chinois le disent bien, ça s'écrit en 2 caractères en chinois, le premier c'est danger, le deuxième c'est opportunité. Et donc comment est-ce qu'on saisit les opportunités et pour mieux relever ces défis collectifs? Alors, pour avoir un moment d'actualité, comme nous sommes dans la campagne présidentielle, vous avez finalement une proposition qu'on n'entend pas assez, mais que je trouve particulièrement savoureuse par rapport à la connotation ambiante, c'est la citoyenneté fractale et le gouvernement humble. Est-ce que vous pourriez nous en faire un système là, de gouvernement, des deux? Alors, ouais, le gouvernement humble, les Finlandais le pratiquent. Donc, c'est pas juste une utopie, c'est des gouvernements qui savent qu'ils ne savent pas tout et qui ne sont pas dans le mode jupitérien, très vertical, qui, après avoir passé un concours, prétend tout savoir, mais qui est dans l'humilité de c'est une situation inédite, personne n'a la solution, mais on peut essayer de la co-construire ensemble.
et on crée un consensus sur les valeurs et les priorités, et puis on se retrousse les manches et on essaye, on expérimente et on documente ce qui marche, on raconte ce qui fonctionne moins bien et on itère de façon à progresser ensemble. La démocratie fractale, j'ai déjà beaucoup parlé de fractale, c'est fondamentalement multi-échelle. Donc cette capacité à penser une gouvernance humble, dans chacune de nos structures où il y a une gouvernance, chacun d'entre nous peut contribuer à une forme d'humilité dans cette gouvernance en avouant que c'est pas si facile, mais on peut encore une fois documenter, partager et inciter d'autres organisations ou l'ensemble d'une société et de ses dirigeants et dirigeantes à être plus humbles. Et encore une fois, je reviens sur les femmes. Une bonne partie des pays qui ont le mieux géré la crise sont des pays qui étaient dirigés par des femmes. Ça, vous avez une partie où vous montrez ça de Nouvelle-Zélande, en l'occurrence 2 pays nordiques. Enfin, vous montrez ça très bien. Ça, évidemment, ça fait plaisir aux femmes, hein, mais ça m'avait effectivement frappé pendant la pandémie, ça, que les propositions étaient, comment dirais-je, qu'il y avait un mélange d'empathie, pour reprendre cette expression, et puis de rationalité dans les propositions. Oui, alors une des choses que j'essaie de dire sur la réinvention de la démocratie de manière fractale, c'est que d'abord le digital permet de faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer à l'époque où les nouvelles voyageaient à la vitesse du cheval, grosso modo, pendant les Lumières, et l'invention de bonne partie de nos institutions démocratiques. Mais donc là, il y a de nouvelles possibilités avec qu'on appelle des civic tech qui viennent compléter ce que je viens de dire, parce qu'on peut consulter les gens de manière... Oui, c'est maintenant Voltaire peut faire des visios avec Catherine de Russie. Par exemple. Mais aussi avec des jeunes, etc. Et donc ça, je pense que c'est très important pour lui qui était... la notion d'opinion publique, il a contribué à la façonner. On voit bien qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, et là, je reviens sur bêtise collective, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un lieu de bêtise collective, en grande partie. Et la bêtise collective a toujours existé. La foule a parfois été violente et dangereuse. Et la manière dont on passe de la bêtise collective à l'intelligence collective, il suffit des fois de pas grand-chose. Aux échecs, par exemple, il a suffi entre Kasparov et Karpov, qui était le champion du monde précédent, qui avaient les deux joué contre le reste du monde. Dans un cas, il y a eu beaucoup de bêtises collectives, dans l'autre cas, il y a eu beaucoup d'intelligence collective, et c'est juste parce qu'on a changé un tout petit peu les règles d'interaction entre les propositions qui venaient de la foule. Donc il y a la possibilité de créer de l'intelligence collective en changeant un petit peu les modes d'interaction. Il se trouve que les algorithmes qui pilotent les réseaux sociaux ne sont pas faits pour maximiser l'intelligence collective, mais pour maximiser le revenu des entreprises qui les possèdent et les publicités qui vont derrière et leur capacité à manipuler des acheteurs. Et donc l'intelligence artificielle s'est mise au service de ces intérêts privés, manipule nos faiblesses et crée de la bêtise collective parce que, en fait, on passe plus de temps sur les réseaux sociaux si on est énervé, si on est angoissé, si on voit de la violence et un certain nombre de choses de ce genre. Et donc, il y a un intérêt commercial à faire ça. Et donc, moi, j'ai essayé de comprendre la différence entre... J'ai l'impression qu'on est moins éclairé aujourd'hui qu'hier, alors qu'on aurait pu penser que le web allait contribuer à nous éclairer. Et je pense, je reviens sur les Lumières, je pense que les salons, avec le rôle des salonnières en particulier, on revient sur la place des femmes à ce moment-là, ont joué un rôle intéressant parce que... Madame du Défunt et Madame de l'Espinasse en particulier. Voilà. Comme vous, j'ai une passion pour ces deux femmes. Donc voilà. Et donc ces époques étaient une époque dans laquelle tout le monde n'était pas éclairé ni au début ni à la fin, mais en moyenne, il y a eu des débats constructifs qui ont fait autorité. Et donc autorité, j'aime beaucoup le mot de Michel Serres, c'est ce qui fait grandir, en revenant à l'étymologie. Et donc ce qui nous fait grandir individuellement et collectivement, un débat comme celui d'aujourd'hui ou un certain nombre de débats dans les salons du 18e ou dans l'Agora d'Athènes faisaient grandir le collectif et on en ressortait plus intelligent. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas des réseaux sociaux ou
des nouvelles formes de télévision dominantes aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on réinvente des lieux de débat constructifs et comment est-ce qu'on y invite, y compris les plus jeunes, comment est-ce que les plus jeunes pourraient avoir le droit de vote, y compris dès la naissance, pour réinventer cette démocratie et changer la démographie électorale. Parce qu'aujourd'hui, dans la démographie électorale, les gens de notre génération et au-dessus pèsent beaucoup plus que ceux qui vivront non seulement 2050, mais même le 22e siècle. Et donc, si on ne donne pas la parole... vous proposez de donner de nouveaux droits aux jeunes, d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut leur donner ne serait-ce que le droit de demander de nouveaux droits. Et en fait, on leur a octroyé des droits, mais on ne leur a pas donné celui-là. Alors que Korczak, que certains d'entre vous connaissent peut-être, a, dans l'entre-deux-guerres, donné des droits aux enfants, et en particulier le droit de demander de nouveaux droits. Et ils ont demandé des choses qui pouvaient être un peu curieuses, mais du genre le droit de ne pas se lever le 21 décembre et de ne pas se coucher le 21 juin. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des discussions avec les jeunes sur les droits qu'ils veulent avoir, y compris le droit de vote. Et encore une fois, je ne vois pas de raison biologique qui fait qu'à 18 ans, tout d'un coup, on a le droit de vote. Ce n'est pas fondé biologiquement du tout. Et si on avait le droit de vote dès la naissance, on voit bien qu'on ne pourrait pas l'exercer instantanément, mais que nos parents pourraient le faire. Et je suis persuadé qu'une partie des parents ne voterait pas exactement de la même manière avec le bulletin de vote qu'ils ont en responsabilité de leur enfant versus leur propre bulletin de vote. Et en tout cas, ça créerait des discussions intéressantes en chacun de nous et en famille. Et puis le jour où l'enfant se sent capable de voter sur un sujet... C'est une démocratie représentative qui pourtant n'a plus la cote, mais à laquelle on ne pensait pas. Je suis sûre qu'il y a des questions des personnes qui nous écoutent, donc on va leur donner la parole. Je voudrais juste vous dire deux choses. La première, encore une fois, c'est que vous appelez à vous rejoindre sur une plateforme. Donc ça, il faut que vous nous en disiez un mot, mais je vous ai écrit que j'étais très frappée dans votre livre, parce qu'ils paraissent pratiquement en même temps, avec la grande contradiction avec le dernier livre de Bruno Latour, en fait, qui s'appelle Mémo sur la nouvelle classe écologique. Et dans ce livre, Latour nous dit, bon, bah, maintenant, il n'y a pas moyen de se débrouiller autrement, les changements sont beaucoup trop lents par rapport aux dangers auxquels la planète doit faire face. Et donc, on doit finalement s'appuyer sur le concept marxiste de lutte des classes et de classe sociale et composer une nouvelle classe écologique pour surmonter la classe non écologique. Alors, ça n'a rien à voir avec les anciennes classes, c'est de nouvelles classes. Et en fait, on a deux pensées extrêmement différentes. Donc, je voudrais savoir comment vous vous situez là-dessus, parce que vous avez finalement quelqu'un qui appelle à justement la citoyenneté fractale, c'est-à-dire en fait à l'union des gens par, j'allais dire, pollinisation presque, pour travailler ensemble, et une autre qui appelle à des combats plutôt radicaux dans une époque où la radicalité semble de plus en plus s'exprimer. Et je trouve que ces deux conceptions très intéressantes. Et comment vous réagissez à ce que dit Latour sur cette affaire? J'entends, j'ai pas lu le dernier livre, même si j'ai entendu sur France Inter qui a présenté son ouvrage, puis je le connais depuis longtemps. Je pense qu'on pourrait se retrouver sur un certain nombre de sujets, en particulier sur la nécessité des transformations. Alors, quelle est la meilleure manière d'avancer dans ces transformations? Moi, il y a une chanson qui me vient en tête, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être. Sting, dans les années 80, disait Russians love their children too. Oui. Et donc, je pense que tous ceux qui aiment leurs enfants et tous ceux qui aiment les enfants des autres, et même s'ils n'ont pas d'enfants eux-mêmes, devraient pouvoir se retrouver dans un espèce de parti des enfants, si je le dirais. Donc, je le dirais plutôt comme ça, c'est-à-dire le parti du temps long. C'est si on veut le meilleur pour nos enfants, ce qui est le cas de la plupart des gens normaux, alors eh bien, on a besoin de prendre soin de l'environnement. On a besoin de prendre soin de l'éducation, on a besoin de prendre soin des biens communs, on a besoin de prendre soin du vivre ensemble. Et donc, je pense qu'il vaut mieux prendre ce que nous avons en commun, déjà se mettre d'accord sur ce qu'on a en commun,
Et après, il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, sur les modalités de ce qui serait le mieux pour nos enfants. Mais typiquement, moi, je me suis engagé sur un certain nombre de sujets, y compris l'éducation, à partir du jour où j'ai eu des enfants. Je n'aurais pas fait ce que j'ai fait si je n'avais pas eu d'enfants, très honnêtement. J'aurais resté dans ma tour d'ivoire où je continuais à jouer à mes jeux de chercheurs avec mes petites bactéries. Et ça me réussissait plutôt bien. Mais le fait d'avoir des enfants que j'avais laissés le 10 septembre 2001 pour partir pour New York, quand je suis revenu, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Parce qu'on ne peut pas vouloir juste le meilleur pour ses enfants sans s'intéresser à l'ensemble des enfants. Et c'est là où des notions d'interdépendance, ou la notion d'Ubuntu que j'aime beaucoup, que je citais tout à l'heure, qui est une notion un mélange de fraternité, de care, de gratitude et d'interdépendance. Cette idée que je suis parce que nous sommes, et de même qu'il faut un village pour élever un enfant, et un enfant se doit d'être reconnaissant à l'ensemble du village. Et aujourd'hui, c'est le village planétaire. Et donc, on est interdépendants. Et donc, si vous voulez que votre enfant aille bien, vous avez besoin que les autres enfants aillent bien. Et donc, vous avez besoin que la planète aille bien. Et donc, l'environnement et l'écologie. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est beaucoup plus nombreux à s'intéresser que si on se positionne uniquement sur les divisions qui, à un moment donné, existeront, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui ne s'intéressent pas. Enfin, Groucho Marx le disait avec humour. Hein. Il disait pourquoi est-ce que je devrais m'occuper des nouvelles générations? Elles n'ont rien fait pour moi. Ce qui est en partie vrai. Mais on a, je pense, et je pense qu'il y a des pressions de sélection génétique qui font qu'on est comme ça, tout intérêt, depuis des millions d'années, à s'occuper des générations qui viennent. Et donc, ça fait partie des universels et des intemporels sur lesquels on peut s'appuyer dans la situation actuelle. Il n'y aurait pas de développement durable sans le concept de génération future. Et moi, j'ai été très touchée par ce que vous avez raconté au début sur cette jeune fille qui lit le rapport du GIEC et qui en conclut le fait que le suicide est l'attitude rationnelle. C'est quand même extrêmement secouant. Ça me rappelle, et elle se reconnaîtra dans le public, j'ai une jeune amie qui se posait beaucoup de questions au moment de faire un bébé et parce qu'elle est très engagée en matière écologique. Et je m'étais permis de lui dire qu'il fallait justement peupler la Terre de gens très conscients et élevés comme elle va l'élever, pour, en l'occurrence, que les citoyens fractaux fabriquent des gouvernements humbles devant la planète. Merci beaucoup, c'était très passionnant, mais ça, je m'y attendais. Je suis sûre qu'il y a des questions. Alors, je ne sais pas comment on fait, Laure, pour prendre des questions. Je pense que les gens peuvent les poser directement puisqu'on a là un accès direct. Si vous allumez votre micro en essayant de ne pas les poser ensemble, à moins qu'elles soient déjà dans le chat. Alors ça, je n'ai pas vu. Mais Aude, tu peux peut-être nous dire comment ça se passe? Tout à fait. Il y a différentes personnes qui ont posé des questions dans le chat. Peut-être, si vous voulez lever la main à tour de rôle, ceux qui souhaitent prendre la parole pour poser leurs questions eux-mêmes. Sinon, je transmets les propos. Il y a un invité qui s'appelle We Want, qui faisait... Alors, il y a des commentaires sur différentes expressions. Julie Chabot qui s'appelle We Want? Non. Non. Non, mais Julie Chabot peut prendre la parole. Je vous en prie, Julie. Oh non, je voulais pas prendre la parole. Je voulais juste dire au revoir aux gens que je voyais à l'écran. Je suis désolée. Alors, je vais profiter. Je l'ai mis dans la barre de commentaires, mais un immense merci pour ces vœux, avec le « et si nous », parce que pour moi, il y a le « et si » qui est d'arriver à se projeter dans des futurs différents, souhaitables, et qu'il faut qu'on apprenne aussi à mieux manier ensemble. Et le « nous », c'est à la fois la manière de faire et l'objectif, en fait, là. Donc voilà, franchement, moi, ça résonne énormément. J'ai reçu votre énergie de jaillissement de votre ouvrage, comme voilà, j'ai ressenti ça en énergie, donc vraiment merci. Vraiment merci aussi pour, on parle depuis longtemps de co-responsabilité sociétale, et je trouve que ce que vous amenez avec
avec cette question de citoyenneté fractale. On se pose beaucoup les questions autour du biomimétisme et de comment on repense nos relations et nos manières d'être et de faire en lien avec les principes du vivant. Et je trouve que cet apport-là que vous avez et que vous partagez avec cette notion fractale, ça nous permet peut-être de réinjecter du vivant et de l'humilité dans nos conceptions de millefeuilles, de co-responsabilité qui peuvent paraître un petit peu mécaniques. Donc voilà, moi ce que je voulais vraiment, c'était partager un énorme merci. J'amène tout ça pour les vœux de la base qui ont lieu dans 20 minutes. Donc, il y a un laboratoire territorial d'innovation. Je vais partager tout ça avec mes cousins et cousines de la Gironde Saint-Vente. Donc, immense merci. C'est un transfert de vœux immédiat. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Julie. Merci. Alors, je reviens à Wimont. N'hésitez pas, comme ça a été dit rapidement tout à l'heure par Bettina, on a créé une plateforme qui s'appelle Essinou, où vous pouvez documenter vos Essinou et ceux de vos communautés, les uns et les autres, et en Gironde et ailleurs. Et on sera ravis d'avoir des Essinou de toutes les tranches d'âge. On a commencé à en avoir des plus jeunes, de gens associés à TD Carmonde pour parler d'un peu plus d'inclusion. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir cette diversité et de voir comment est-ce que il y a de la convergence autour de ces sujets et effectivement cette notion de fractal et de multidimensionnel, elle est inhérente à toute l'histoire du vivant. C'est comme ça que depuis la première cellule jusqu'aux sociétés les plus complexes comme les nôtres se sont agrégées et organisées les choses. Donc c'est vrai que vous parliez de cousins. Le fait qu'on ait tous un ancêtre commun, qu'on appelle Lucas, le Last Unknown Common Ancestor, fait qu'on est tous des cousins, non seulement en tant qu'être humain, mais aussi avec l'ensemble du vivant. Et je pense que c'est quand même intéressant parce que ça permet de redéfinir les notions de fraternité, pour ne pas dire sororité, et donc de capacité à penser nos relations, parce que en famille, on prend soin. Et donc, si on sait qu'on est une grande famille, on prendra plus facilement soin les uns des autres. Sarah Dayan vient d'ajouter le lien dans le fil de la discussion si vous voulez cliquer pour aller voir directement. Denis Guibard, vous souhaitez prendre la parole, je crois. Merci beaucoup, Julie. Au revoir. Merci, oui, je cherchais mon micro. Merci beaucoup. Bonjour ou rebonjour, François. Oui, j'avais 2-3 petites questions. D'une part, la référence aux lumières. Ça, tu l'as un petit peu évoqué. Les lumières, c'était quand même, les acteurs des lumières, c'était quand même des happy few. Est-ce que du coup, on n'est pas un petit peu avec une difficulté de ce côté-là? Et d'ailleurs, nous-mêmes, d'une certaine façon, on peut être considérés comme des happy few d'un certain domaine et d'une certaine expertise ou d'une certaine vision des choses. Donc, est-ce que ça ne pose pas un petit problème de ce côté-là? Puis de l'autre côté, sur la deuxième question, j'en profite. Alors, j'ai beaucoup aimé le penser fractal, agir viral. Mais le viral, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc on a en même temps dit qu'ils étaient d'une certaine façon la source de certains mots. Donc là aussi, est-ce qu'on n'est pas un peu pris dans une contradiction? Est-ce que la clé, ce n'est pas le fait que les réseaux sociaux, alors même s'ils ont effectivement des algorithmes, des intérêts derrière, c'est aussi un petit peu ce qu'on en fait, parce qu'ils peuvent aussi servir à des lieux de débat, y compris les nôtres. Oui, alors c'est 2 très bonnes questions. Il y a un certain nombre de penseurs du côté d'Harvard en particulier qui ont réfléchi à des choses qui nous donnent des billes pour répondre. Michael Sandel, par exemple, a parlé de la tyrannie de la méritocratie. Et donc, en fait, la notion de happy few, si elle est exclusive et pas inclusive, si ceux qui méritent dans la course au mérite d'avoir gagné la course oublient que c'est en grande partie parce qu'ils ont eu des avantages sociaux, financiers, culturels, familiaux, et si ils considèrent que les autres méritent d'avoir perdu, et s'ils les regardent de haut, alors vous avez des gens comme Donald Trump et autres populistes qui viennent et qui ramassent la mise parce que les gagnants de la méritocratie sont toujours une minorité par rapport aux perdants. Donc ça, c'est ce que nous explique ce grand prof d'Harvard, Michael Sandel. Et donc il le dit pour les États-Unis, mais ça s'applique très bien chez nous. Il y a un très bon podcast sur France Culture que vous pouvez réécouter si vous voulez.
Donc ça, je pense qu'on a besoin de lumière qui soit fondamentalement inclusive. Et c'est pour ça que je parlais de réinventer les lumières en les rendant beaucoup plus inclusives, par exemple avec les enfants et avec les peuples autochtones, etc. Donc les lumières n'ont pas laissé des bons souvenirs à tout le monde, y compris aux femmes. Donc voilà, donc ça c'est la première chose, c'est des lumières qui doivent être humbles, c'est des lumières qui doivent être inclusives, coopératives, ouvertes, et qui doivent être un outil d'exploitation et de domination, mais un outil de dialogue et de compréhension et de découverte de soi et de l'autre et de notre environnement commun. Donc ça, c'est le premier élément. La deuxième question sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres penseurs qui disent « code is law ». Le code, c'est la loi. Et en fait, si on veut changer la société, on a besoin de changer la loi. Si on veut changer la société numérique, il faut changer les algorithmes. Et donc aujourd'hui, les algorithmes ont été pensés pour maximiser, encore une fois, les revenus des entreprises. Mais on peut très bien penser des algorithmes avec d'autres optimisations et, par exemple, de mettre en avant non pas ce qui manipule nos émotions les plus basses, mais ce qui nous fait grandir et permet de nourrir nos aspirations les plus hautes. Pour ça, il faudrait que la notion de bien commun éclaire l'ensemble de l'économie. Tout à fait. Mais on peut contribuer à légiférer pour modifier les lois sur la presse, par exemple, si je prends des lois qui prédatent du numérique, mais on peut aussi légiférer pour modifier la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent. Donc, on peut demander déjà est-ce que les algorithmes soient transparents. Quand on voit les Facebook Files et qu'on apprend que même les codeurs de Facebook ne comprennent plus leurs propres algorithmes et leurs conséquences sur un certain nombre de choses dans la démocratie, on se dit qu'il y a un vrai problème. Donc il y a un besoin de transparence, il y a un besoin d'humilité, y compris, et éventuellement un besoin de légiférer. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important, mais on peut créer de nouveaux réseaux sociaux. Donc si je prends, encore une fois, un peu l'équivalent du XVIIIe siècle, il y avait des salons où ça se passait mieux que d'autres. Je ne suis pas sûr que dans tous les salons, les débats étaient aussi éclairés que dans certains, qui ont laissé leur place dans l'histoire. Et donc, les réseaux sociaux, c'est un peu les salons du XXIe siècle, mais est-ce qu'on peut réinventer des salons qui soient beaucoup plus à même de faire autorité au sens de Michel Serres, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important et je pense qu'on peut le faire. C'est-à-dire que techniquement, on peut co-construire autre chose. Et en s'inspirant des sciences sociales, en s'inspirant des sciences cognitives, en s'inspirant des besoins de la jeunesse, en s'inspirant, y compris de modèles économiques à inventer. Mais quand on invente la radio et la télé, on invente un service public de la radio, un service public de la télé. On a inventé un moyen de communication qui est 1000 fois plus puissant, mais on n'a pas de service public du web aujourd'hui. Il y a éventuellement des services publics accessibles sur le web, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc par exemple, quand je parle de GPS, si vous avez, et je peux vous dire, nous, on a les algos, donc on a des prototypes, on sait que ça marche. Vous pouvez avoir un algorithme, une intelligence artificielle qui analyse le contenu d'une page web et qui vous aide à la positionner dans l'espace des connaissances. Alors qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur une page web, ceux qui décident où vous irez après, c'est les liens qui ont été mis par le propriétaire de la page et éventuellement les liens des propriétaires de la plateforme sur laquelle la page est hébergée. Mais vous, il n'y a pas de notion où un collectif pourrait vous dire mais attention, cette page est une fake news, par exemple. Ou si vous voulez aller plus loin et en sortant de cette plateforme privée, vous pouvez aller découvrir de nouvelles choses en allant ailleurs. Vous venez de découvrir un podcast de France Culture, voici un documentaire d'Arte, voici un article du Monde, voici une thèse écrite sur le sujet, voici un certain nombre de choses qui ont bénéficié d'une curation intellectuelle qui fait qu'il y a un processus d'éditorialisation qui tire vers le haut les choses. Donc ça, honnêtement, je pourrais rentrer dans les détails si vous le souhaitez, les algorithmes existent, on commence à discuter avec Arte, avec France Culture, avec tout un tas de gens comme ça pour essayer de le développer. Alors là, malheureusement, on n'a pas le temps, mais nous, au Comité 21, ça nous intéresse beaucoup. Et donc, j'aimerais bien effectivement qu'on continue cette discussion. Un tout petit point pour compléter ce que tu disais, François. Je suis d'accord, mais là, on est en train de transférer le choix des algorithmes de
d'intérêts qui sont économiques à un autre groupe, et comment on définit qu'est-ce qui régit ce nouveau groupe ou ces nouveaux groupes qui définissent ce que doivent être les algorithmes. Autant on est clair sur ce qui gouverne les algorithmes des GAFAM, mais les autres. Et on parlait aussi, tu évoquais un service public du web. Un service public du web en Chine, ça donne quoi? Il y a déjà d'ailleurs. Hein. Il y a déjà. Donc si tu veux, honnêtement, aujourd'hui, tu as d'une part les Chinois, d'autre part la Californie qui nous imposent leurs solutions. Mais il y a des solutions de type open source dans lesquelles on peut tous discuter. Si vous prenez Wikipédia, qui est juste la plateforme que tout le monde connaît, donc je prends juste cet exemple-là, il y a des débats très longs et quasiment sans fin, et c'est normal, sur quelle est la meilleure manière de fonctionner sur Wikipédia. Et c'est très bien. Et l'ensemble de la communauté qui le souhaite peut contribuer à ce débat. Donc, et je ne dis pas que Wikipédia est parfait, parce que là aussi, je ne sais pas si, mesdames, vous le savez, mais 90% des contributeurs sont des hommes. Donc, il y a même des nouvelles plateformes, si on n'est pas inclusif par construction, vont reproduire un certain nombre de biais. Je vais m'arrêter là, mais il y a 2 points. C'est qu'effectivement, l'essentiel, c'est la transparence. Parce que les algorithmes, tous les algorithmes, et ça a été étudié, hein, y compris, j'ai des enseignants-chercheurs qui travaillent là-dessus, tous les algorithmes ont des biais. Les algorithmes, ils reproduisent les biais des personnes qui font les algorithmes, notamment. Donc, ce qui est essentiel, c'est la transparence sur les algorithmes, y compris la transparence sur les biais qui sont sous-jacents, et qu'ils soient économiques ou autres. Hein. Mais plus tu as de gens différents qui regardent un algorithme, moins tu vas avoir de biais. Par exemple, de gens. S'il n'y a que des mecs qui ont programmé l'algorithme, ou si c'est que des hommes blancs, honnêtement, une bonne partie des dérives des algorithmes sont des dérives des Lumières. C'est pour ça que je fais systématiquement ce rappel historique, parce que c'est la même histoire, mais on ne s'en sortira par le haut qu'en étant plus inclusif et plus transparent, plus ouvert. Alors, même si c'est passionnant, je vais prendre une dernière question. Parce qu'on a dépassé le temps avant de conclure. Il y a monsieur ou madame Wiwant qui souhaitait intervenir. Allez-y. Vous avez la parole. Et votre micro a l'air ouvert. C'est très mystérieux. Bon. Il y a pas de... Oui, c'est ça qui est. Bon, écoutez. Je n'ai pas dit qu'il y avait une remarque aussi. On va pas. Pardon? On va pas éclaircir ce mystère. Moi, je pense que l'horaire est dépassé. Beaucoup de gens ont dû prendre d'autres engagements. Je vous remercie infiniment. Ce que nous vous proposons, c'est, lorsque nous ferons le compte-rendu dans notre prochaine newsletter, c'est de mettre le lien avec votre plateforme, parce que vous êtes tellement dans l'esprit de ce que nous, on promeut, qu'il faut absolument que nos adhérents participent. Merci beaucoup. J'espère que votre livre, moi, que j'ai adoré, que je montre ici, voilà, aura beaucoup de succès. Merci de nous avoir accompagnés à l'aube de cette nouvelle année. Je voudrais juste terminer en rendant un hommage à Albert Jacquard, dont tout le monde se souvient. Et j'ai trouvé cette citation et j'ai trouvé qu'elle illustrait parfaitement votre livre 10 ans avant, mais Jacquard était un précurseur. Et il l'écrivait, et c'est ça qui me fait faire le clin d'œil, il l'écrivait, figurez-vous, à Philippe Berrieux, que vous devez connaître. Je cite: « Cher Philippe Berrieux, capable désormais de participer à sa propre construction, l'humanité fait face aujourd'hui à un double défi, préserver à la fois la cohérence de ses rapports avec la planète et l'harmonie des rapports de ses membres les uns avec les autres. Dans ces 2 domaines, il faut choisir entre la coopération ou la compétition, la destruction ou l'enrichissement réciproque. Ce choix implique la société dans son ensemble, mais c'est à l'école, avec un grand E, qu'il doit se concrétiser au mieux. Merci de le rappeler à l'occasion de l'exercice de démocratie qui est une élection. »
j'ai trouvé que ça illustrait parfaitement votre propos. Et là-dessus, je vous remercie encore et j'espère que nous aurons au comité 21 l'occasion de travailler avec vous et d'approfondir l'ensemble de vos actions, les résultats de votre plateforme avec tous les éléments de notre programme. Bonne année à tous. Merci à tous. Merci beaucoup, François, pour votre participation. Merci. C'était un plaisir d'interagir. Plaisir de Au se revoir. retrouver dans d'autres cercles. J'espère. À bientôt. Merci. Merci.